Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est l'acteur Grégory Montel. Fraîchement installé dans la cité phocéenne, je le pensais néo-marseillais. C'était sans compter sur ses années lycée et ses nombreux souvenirs. À Marseille, il a beaucoup d'attaches et des amis fidèles. Avec lui, nous avons parlé de son actu, de ses projets, de son envie de s'impliquer dans la vie culturelle de Digne-les-Bains, là où il est né, et pourquoi pas un jour de créer du lien entre Digne et Marseille. Je vous laisse découvrir notre conversation. Grégory, bonjour. Bonjour. Ravi de te recevoir dans Cité Radieuse. Toi, le néo-marseillais, fraîchement installé dans la Cité Radieuse. Alors, je vois que tu fais la moue quand je dis néo-marseillais. Je suis pas néo-marseillais. Moi, en 91, j'étais à la Cordaire et j'étais en cours là-bas, j'étais en pension. Puis après, j'ai fait mes études à Marseille. Alors, on va y revenir, justement, parce que la Provence, c'est chez toi. Ah ouais, complètement. Tu es né à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, qu'on adore. Tu es comédien, on t'a vu dans de nombreux films, évidemment, mais c'est ton rôle dans 10% qui te colle désormais un peu à la peau. Gabriel Sarda, agent de star au Grand Cœur. Alors, ce podcast est dédié à Marseille, tu le sais, je te l'ai dit, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite urgence à régler, avant de commencer. Tu vas aller faire pipi. Tu vas aller faire pipi. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Autre urgence. Es-tu en mesure ou en droit de nous rassurer et de nous dire s'il y aura une ultime saison après ce qui était annoncé comme étant l'ultime saison de 10%? Bon, alors, j'ai moi-même, lorsque j'ai vu les messages de Dominique Besnéard, qui est un grand ami sur les réseaux sociaux, j'ai appelé non pas Dominique Besnéard, mais plutôt Harold Valentin, qui est l'un des producteurs, et je lui dis bon alors c'est vrai qu'il va y avoir, et Harold m'a dit non, probablement pas de saison 5, en revanche on réfléchit à une autre forme, voilà. Donc ils réfléchissent à une autre forme. Je peut-être ne peux pas un film. Ouais, peut-être un film. Moi je verrais bien de la télévision, je pense que c'est bien la télévision aussi. Bon, cool. Bon, ça nous rassure quand même un peu. Ouais, je pense qu'on va nous revoir encore une dernière fois, on va venir encore vous fatiguer un peu. Ouais, ça serait vraiment très cool parce qu'on s'attache à tous ces personnages et je sais pas si t'as vu la réaction des gens quand même à la fin de cette série. C'était pas possible que ça s'arrête. Eh oui, mais c'est vrai que ces personnages sont éminemment chouettes, quoi. Enfin, sympathiques pour certains, plus complexes pour d'autres. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce groupe-là, il marche du feu de Dieu. Hein. Et tu vois, je peux te le dire d'autant plus que avant-hier, je mangeais avec Clapiche qui était à Marseille aussi. Il était là ces derniers jours, il s'est installé pour venir un peu travailler. Et donc on a mangé des oursins ensemble et puis on s'est regardé à un moment, et on s'est dit mais quand même ce casting, il a bien travaillé quoi. Le groupe marche hyper bien, ça c'est assez fou. Donc je pense que c'est assez fou et c'est assez rare. Donc on espère une suite sous n'importe quelle forme. Alors pour en revenir à toi, donc tes racines à Digne-les-Bains, on le disait. Le Sud, tu l'as quitté plus tard pour intégrer le cours Florent à Paris. On va y revenir dans ce laps de temps. Il s'est évidemment placé plein de choses. J'aimerais que tu me racontes quelle enfance tu as eu, quels souvenirs tu gardes de ces années-là à Digne-les-Bains, puis à Marseille, tu le disais, au lycée. Bon, moi j'étais pas fait pour être un comédien. J'étais fait pour être probablement un commerçant, comme toute ma famille. J'ai une famille d'un côté, c'était des militaires, de l'autre côté c'était des commerçants. Très vite, on a compris que ce serait plutôt du côté des commerçants. Je pensais même que ça allait se passer comme ça. J'étais pas fait pour être comédien, non seulement parce que je suis fils de commerçant, mais aussi parce que j'ai connu une enfance extrêmement facile, douce, agréable, généreuse, douillette. Je suis un garçon très ennuyeux à ce sujet-là. Alors pas du tout. Mais c'est vrai, je veux dire, je n'ai pas connu de drame. J'ai eu cette chance-là. Le seul drame que j'ai connu, c'est lorsque j'ai cassé la fenêtre de mes grands-parents à Digne-les-Bains. C'est à peu près le seul drame que j'ai connu dans mon enfance. J'ai bu aussi de
de l'eau de Javel, voilà. Oula. Voilà, ça c'était un peu plus grave, mais bon, c'était pas bien genre. Qu'est-ce J'ai qui découvert s'est passé? j'étais tout petit, j'ai découvert en fait l'antidote de la Javel, c'est le vinaigre. Ah, bah c'est bon à savoir. Voilà, donc si un enfant boit de la Javel ou si qui que ce soit boit de la Javel, hop, derrière il faut mettre du vinaigre. C'est une histoire de basique et d'acidité. Donc avant que Donald Extrêmement Trump le passionnant. recommande, Voilà. tu avais déjà testé. Exactement. D'accord. Mais il faut que j'arrête de parler, moi je suis très très bavard. Non, Ça fait partie de mes origines. Et tu penses bien que pour le podcast, c'est génial. Ah, bon, ça va. Très alors. bon client. Donc, le seul drame, tu as pété une fenêtre et tu as bu de la Javel, ce qui était quand même un peu Ouais, grave. non, mais tout ça pour dire que oui, vinaigre. voilà, j'ai connu une enfance formidable avec des grands-parents aimants qui m'ont pas mal élevé d'ailleurs, hein, parce que mes parents travaillaient beaucoup. Les vacances entre Digne, Mézelles, Bandol, parce que mes grands-parents habitaient Bandol. Donc tu vois, j'avais beaucoup de chance. Et du coup, ça m'a permis aussi de bien connaître un peu mon espace, mon lieu. J'ai pas eu envie de partir tout de suite, donc Digne, je le connais très bien. Je connais très très bien cette ville. Je connais tous les gens à Digne, et je connais bien mes environs. Je connais bien mes noms de montagne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis un bon basalpin, quoi. Mais voilà. Tu as relié ça au fait que ça ne te prédestinait pas à devenir comédien. Est-ce que tu penses que pour se lancer dans ce parcours-là, il faut avoir vécu des choses plus difficiles, il faut être armé? Je sais pas s'il faut l'avoir vécu, mais ce que je constate, c'est que beaucoup de mes pairs qui sont devenus comédiens, qui sont des gens bien souvent extraordinaires. J'adore les comédiens. Je trouve que c'est des gens avec un petit peu d'ego, certes, toujours un peu compliqués, mais toujours des gens extrêmement intéressants, etc. Bon, bref. En fait, il y a une plus grande probabilité pour qu'ils aient subi une jeunesse plus complexe et qu'ils aillent se réfugier dans l'art, dans la poésie, dans des choses un peu moins humaines, ou en tout cas un peu moins de l'ordre du quotidien. Et voilà, moi, contrairement à ça, j'adore le quotidien, j'aime bien les failles. Enfin, bon, et en tout cas, voilà, c'est vrai que moi, je ne suis pas comme ça. J'ai jamais souffert de quoi que ce soit. Et voilà. Quelle chance. Tu dis ça. On a l'impression que tu t'excuses en disant ça. Mais oui, je m'en excuse parce que je m'en excuse parfois parce que je vois à quel point c'est compliqué. Alors attention, bon, mes parents s'engueulaient beaucoup, mais La vie, quoi. À 13 ans, tu découvres le théâtre. Ouais, bien sûr, oui, alors, d'accord, ok. Donc il y a d'accord. Non, okay, tu t'es renseigné, tu as fait le boulot. Très bien. C'est vrai. Ou j'ai été mal informée. Non, pas du tout. Tu découvres le théâtre et il se passe quand même quelque chose. C'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr et certain. C'est pas du zèle que je fais en disant ça. Il y a vraiment un truc. On m'avait proposé, mais vraiment au dernier moment, de jouer Chérubin dans le mariage de Figaro. J'avais donc 13 ans, c'était au collège. Et donc j'ai fait le truc, j'ai accepté. Je n'avais aucune idée. J'étais plutôt assez volubile et j'avais pas de problème, d'expression. Et donc je me suis lancé sur le plateau et vraiment sur le plateau, c'est un souvenir que j'ai encore extrêmement marqué. Et c'est amusant parce que j'en garde même une petite blessure au genou, parce que en fait je me rappelle, c'était pas du tout répété, mais mon entrée de chant, ce qu'on appelle l'entrée de chant au théâtre, quand on rentre sur le plateau. Je suis parti en courant et j'ai glissé sur les genoux comme je faisais au football, quoi. Sauf que là c'était du bois, quoi. C'était pas de la pelouse. C'est dommage. Et donc je me suis vraiment fait mal, je me suis brûlé. Et cette brûlure était suffisamment profonde pour rester. J'ai toujours la petite marque de cette brûlure, et c'est resté totalement ancré parce que je me suis senti extrêmement bien sur le plateau, et je sais pas pourquoi. Et j'ai adoré l'idée c'est quand même complètement mégalo, mais j'ai adoré l'idée des applaudissements, des choses comme ça. Waouh, c'était fou. Et j'avais constaté qu'il s'était passé quelque chose, non seulement pour moi, mais que le public avait ressenti aussi une appétence. Et donc je me rappelle que les gens du théâtre de Provence à l'époque m'avaient dit il faut que tu viennes en faire, mais après j'avais pas poursuivi. Voilà, pour autant à ce moment-là, donc tu as cette expérience qui te marque, mais tu laisses tomber. Ouais. Tu fais tes études à Marseille, enfin le lycée en tout cas. Je fais mon lycée à Marseille. Ouais, donc à l'Accordaire, tu le disais, c'est quoi, ça représente quoi pour toi à ce moment-là, Marseille? Toi qui viens de Digne. À ce moment-là, Marseille pour moi c'est vraiment la grande ville, quoi. C'est-à-dire que moi qui viens de Digne,
heureusement, j'avais mon beau-frère, qui était déjà mon beau-frère à l'époque, qu'il est toujours. Il habitait à Marseille. Ma sœur venait de sortir avec lui. C'était donc, je pense, en 92, un truc comme ça. Et donc, j'allais chez lui le mercredi, parce que je m'entendais vachement bien avec lui. Il avait 10 ans de plus que moi. Et je restais sinon à la Cordère, là-bas, à La Rose. Donc, je faisais La Rose, le Vieux-Port, La Rose, le Vieux-Port. Et j'avais un peu peur. Ensuite, il y a ma sœur qui s'est installée, donc j'ai commencé à découvrir le parc Longchamp, les 5 avenues, etc. Mais au début, j'avais vraiment très peur. Puis après, j'ai appris à comprendre un peu. Et puis, je me rappelle même qu'un jour, un mercredi après-midi, parce qu'on avait le droit de sortir le mercredi après-midi à la Cordère, et je me rappelle que j'avais amené une demoiselle, on avait pris le ferry boat, on était allé dans le panier, on s'était fait une balade un peu sexy. Ouais, pas cliché, pas touriste, bien quoi. Non, pas cliché du tout, le ferry boat, pas du tout cliché. Ouais. Ça a marché, elle a aimé? Oui. Oui, on s'est embrassés. Ah voilà. On s'est embrassés. Et du coup, ce sont de superbes années, et d'autant que c'était l'année aussi de la victoire de l'OM en Coupe d'Europe. Donc on est en 93. Ouais, j'étais en seconde. Et donc, folie furieuse, on a tous quitté l'internat, la Cordère, aux grandes dames de notre maître d'internat qui était comme un fou. Faut savoir qu'on parle d'une des écoles les plus strictes de la ville, hein, quand même. La Cordère. Que j'avais choisi moi-même d'ailleurs. Hein. J'avais dit à mes parents, je pense qu'il faut me cadrer un peu là. Je suis en train de partir en vrille. Donc je me suis auto-cadré et après je me suis auto-fait virer de la Cordère parce qu'ils ont auto-compris que j'allais pas avoir mon auto-bac quoi. Ah ouais. Bah, ils aiment pas trop ça. Le taux de réussite est très important. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait pour te faire virer? J'ai fait une petite fugue, mais pas méchante. J'ai passé une nuit ailleurs. Parce que ça se passait très très mal avec mon maître d'internat, qui était quand même un drôle de monsieur. Et donc voilà, je me suis échappé, ça allait pas fort. J'étais amoureux aussi d'une fille à Digne, avec qui on échangeait beaucoup. On s'écrivait tout le temps, c'était vraiment passion totale et folle. Ça a dû durer 3 mois, hein, mais je pense à l'époque ça devait faire à peu près une bonne dizaine d'années dans l'intérieur de ma tête. Je me rappelle, elle m'avait d'ailleurs écrit, et je sais pas ce que ça veut dire, elle m'avait écrit un mot d'amour sur du papier toilette. Oula. On sait pas trop comment le prendre là du coup. Non, à l'époque, je me suis dit tiens, et puis là aujourd'hui, je me dis ça sentait pas bon. Elle m'a écrit. Voilà. Ouais, Carole. Elle a voulu être originale, Carole. Mais elle était super originale, elle était formidable. Et voilà, ceci dit, au moins ça t'a marqué, tu vois. Ah oui. Quand t'aurais écrit ça sur un bout de papier, mais oui, tu t'en souviendrais peut-être plus. C'était génial. Donc à l'époque. C'était des bonnes années quand même. Ce sont de bonnes années. Et ouais, les années lycée à la Cordère, supporter déjà. Tu l'étais avant d'arriver à Marseille, supporter de l'OM. Ah, bien sûr. À fond. Bien sûr. Oui, d'autant que, t'as vu, je parle beaucoup, hein. T'as vu. J'adore ça. D'autant que l'Olympique de Marseille, à la fin des années 80, ils venaient s'entraîner à Digne. Enfin, ils sont venus s'entraîner à Digne à 2 ou 3 reprises. Parce qu'à Digne, on a des termes qui sont très efficaces. Et à l'époque, il y avait un très joli hôtel qui malheureusement a été transformé maintenant, qui s'appelait l'Ermitage, et l'hôtel était juste en face du terrain de foot. Donc ils allaient faire leur bain soufré et donc leur cure, et puis après ils allaient jouer. Et donc j'avais rencontré Olmeta qui avait signé mes gants de foot, parce que j'étais gardien moi aussi, j'étais gardien de but. Voilà. Et Pascal Olmeta m'avait d'ailleurs dédicacé mon gant de football. Donc l'OM, voilà. Et j'avais un grand-père en plus qui était fou de foot. Supporter toujours aujourd'hui de l'OM d'aujourd'hui? Mon grand-père? Toi? Moi, supporter de l'OM d'aujourd'hui, à fond la caisse. Même vents et marées. Contre vents et marées. Ah ouais. Ouais. Bon là c'est plus, c'est plus le profondeur qu'on creuse là. On est dans la phase où on creuse. Mais tu restes fidèle. Ultra fidèle. C'est à ça qu'on reconnaît les supporters. En revanche, j'ai demandé, je me suis exprimé très fort, personne m'a entendu, hein, mais pour virer héros, j'ai appris à avoir une détestation de héros. Tu es un vrai supporter, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ouais, je crois que c'est je pense qu'il a été détesté assez rapidement, finalement. Moi j'ai mis du temps à le détester. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai vraiment mis du temps, je me suis dit, ce type-là me semble assez intelligent, et puis après je me suis rendu compte que c'était en fait c'était probablement quelqu'un de pas très intelligent, probablement très bien éduqué, très bien formé, peut-être intelligent mais qui ne comprenait rien au foot. Non, et qui a surtout rien compris à Marseille. Waouh. Et justement on est dans le cœur du sujet, parce que cette ville il faut la comprendre pour l'aimer, il faut la comprendre.
Et je pense qu'il est passé complètement à côté. Complètement à côté. Il s'est planté. Il a voulu jouer au guignolo, il a voulu faire le gentil, etc. C'était pas comme ça que ça marche à Marseille. Je sais pas comment ça marche, mais c'est pas comme ça en tout cas. Donc cette ville, en tout cas, c'est à cet âge-là que tu l'apprivoises, que tu apprends à la découvrir. Quelques années un petit passage, pas quelques années, en droit, à Aix-en-Provence. Ouais. Et Marseille aussi, à Saint-Jérôme, ouais. Et là, tu te rends compte que non, définitivement, c'est pas fait pour toi. Tu vas tout savoir, je m'en fous, c'est pas grave, je dis tout. Non, je pense que vraiment, j'aurais pu faire un avocat, correct. Mais, je me suis fait larguer, c'est toujours l'histoire. Je me suis fait larguer par ma chérie de l'époque et vraiment, je pouvais plus supporter Aix pour ça, quoi. Parce que Aix, quand tu te fais larguer par une aixoise, tu la croises 4 fois dans la journée, 5 fois. Après, tu la vois avec quelqu'un, commence à ronger ton frein. Je me suis dit, oh là là, on est resté 6 ans ensemble. Là, il faut que tu te barres, mon vieux. Ah ouais, donc c'est ta chagrin d'amour qui fait que tu quittes. Ouais, et qui fait que petite anecdote que je raconte de temps en temps, je savais que je voulais essayer de faire le comédien à mon niveau, donc j'avais récupéré mon petit papier à l'époque. Dans Libération, il y avait des annonces notamment du cours Florent, et vu que j'y connaissais rien, je ne connaissais que ce cours-là, je me suis un petit peu renseigné quand même, et il me semblait que ce cours était peut-être pas mal pour moi. De toute façon, j'étais trop vieux pour tenter les écoles nationales, et à 24 ans, 25 ans, je suis monté à Paris. Voilà. C'est fou. Ouais, pour passer l'école du barreau quand même. Je vais passer l'école du barreau à Assas, ouais. Et voilà. Oui, parce qu'à part cette expérience à 13 ans sur scène, il y avait rien qui te... T'étais particulièrement cinéphile, t'étais amateur d'art. J'adore le cinéma, j'aime bien l'art en règle générale, j'aime bien à la fois les jolies choses, et puis à l'époque, je commençais à comprendre aussi que l'art, c'était pas seulement une idée esthétique ou quoi que ce soit. Je crois que j'avais à peu près compris ça. Puis j'aimais beaucoup la musique, je trouve que la musique est déjà un bon élément de compréhension des arts plus vivants, même. Enfin, la musique c'est vivant, mais en fait du spectacle vivant en tout cas. Je suis pas monté avec la volonté de devenir une vedette, mais en tout cas je suis monté avec la volonté d'essayer de parvenir à comprendre le truc et voir si oui ou non j'avais ma place. Voilà. Très bien. T'as vu, je suis très très précis, comme ça. Mais t'as l'air très très structuré, ouais, en effet. Mais c'est vrai, c'est cadré, tu savais ce que tu voulais. T'es à Paris, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'alors là, Marseille, ça te semblait une grande ville. Paris, comment ça se passe? T'arrives là-bas? À Paris, moi, je connaissais déjà un peu du monde là-bas, donc voilà. J'avais mes potes d'Aix-en-Provence, certains. Il y avait mon copain Arnaud, il y avait mon copain Jean-Guillaume Charvet, qui est désormais le manager de David Guetta. Arnaud Charvet aussi, qui est à Lambesc, qui est un DJ absolument merveilleux. Donc j'avais lui, j'avais des potes de Digne aussi. Rien à voir avec David Charvet? Non, rien à voir. Non, okay. Rien à voir. Tu crois que David Charvet... Ah oui, il doit être français, certainement. Ah, il est français, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Non, rien à voir. Mais ils sont très très beaux, eux aussi. Les Charvet. C'est mes potes. Et donc, eux, voilà, c'était un peu ta base. Ma base. Ouais. Puis eux, ils m'ont fait rencontrer plein de gens, m'ont permis de rencontrer un peu des gens importants de la musique électronique parisienne. Je me rappelle, à l'époque, lui, il travaillait vachement avec Martin Solveig, avec DJ Grégory, avec Julien Jabre, avec DJ Deep, tout ça. Putain, j'arrive en 2001, en 2002, on fait des fêtes formidables à l'époque, des fêtes, tu sais, très dansantes, des fêtes où ça s'appelait, c'était une émanation du Body and Soul de New York qui venait en France avec les Masters at Work et tout ça. Putain, on allait danser, tout ça, c'était génial. On m'a fait découvrir ça, je connaissais pas. Je découvre le Marais. Tu vois, c'est vraiment un petit gars qui arrive et qui comprend les choses, quoi. Si j'étais resté à Digne, j'aurais pas eu le courage seul de m'éveiller autant que ce que le font mes potes de Digne. D'accord. Eux, ils ont une force qui est telle qu'ils arrivent à s'éveiller seuls. Moi, je pense que j'aurais pas pu m'éveiller tout seul. Il fallait que je revoie Arnaud, Jean-Guillaume, il fallait que je rencontre mon pote Arek, avec qui je te raconte ma vie, mais c'est parce que je trouve que c'est beau de partir de chez soi, c'est tout. C'était nécessaire à ce moment-là, en tout cas. Bah, absolument, totalement. Dans ce que tu es en train de me dire, on s'éloigne de l'examen du barreau, j'ai l'impression. Ouais, bah, je le passe quand même, hein, ouais. Mais je passe quand même l'école du barreau, je fais mon institut d'études judiciaires, mais je prends mes cours à Florent, et puis je me rends compte que j'ai quelque chose à y faire. Que je suis pas très doué, attention, je suis pas Pierre Ninet, tu vois, je suis pas Vima Laponce non plus, qui sont des acteurs, moi, que j'ai rencontrés au cours Florent, et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ces gens, quoi, comment ils jouent, comment ils respirent.
Mais en même temps, je vois bien que j'ai ma personnalité. Pourquoi tu dis je suis pas Pierre Ninet? Ça veut dire que t'as l'impression il joue comme il respire? Ça veut dire que pour toi c'est plus laborieux de jouer? Non, c'est pas que c'est plus laborieux, c'est que c'est moins naturel. Je viens de plus loin, je pars de plus loin, j'ai moins de capacité, moins de talent, mais je me démerde avec ce que j'ai, quoi. Donc tu te lances là-dedans, tu commences par quoi? Le théâtre? Bien sûr. Le La meilleure école? Le théâtre, la meilleure école, je découvre mes potes, je rencontre des potes, je rencontre Hassan, je rencontre Sharif, je rencontre Laure de Clermont-Tonnerre, je rencontre Henri Dallem, qui me font faire du théâtre, et puis les gens trouvent que j'ai un personnage, une personnalité, puis on fait des trucs avec Sharif. Je te parle de prénoms, mais parce que c'est chouette, c'est bien de mettre des prénoms. Avec Sharif Gattas, qui est mon pote, qui est d'origine libanaise, il écrit une pièce qu'on décide de produire tous les deux, donc on la produit, ça veut dire que on met vraiment 4 sous, puis on part jouer à Avignon. À Avignon, c'est formidable, en même temps, on a envie de tous se casser la gueule au bout de 15 jours, mais c'est pas grave. Florent, qui est un comédien absolument merveilleux, qui joue avec nous, à un moment il pète les plombs, il veut se jeter par la fenêtre, tout ça, mais les trucs, parce qu'on buvait trop, parce qu'on faisait la fête tous les soirs, et qu'on jouait à 10h du matin. Donc c'était n'importe nawak, c'était dur, ouais. Alors on commence devant 3 personnes. Donc là tu comprends que ok, je fais ce métier, je me la raconte un peu, je vais jouer à Avignon, mais je joue devant 3 personnes. Donc ça te fait tout relativiser. Et puis après tu te fais une famille. Tu fais une petite famille de théâtre avec qui tu espères que tu vas déplacer des montagnes et puis rencontrer tout le monde et puis faire des trucs géniaux. Puis tu continues à lire, à apprendre. Tu lis beaucoup de pièces de théâtre, tu lis beaucoup de littérature parce que t'as du retard. Et puis tu te dis que t'as des trucs à dire et que en fait le théâtre ne sert pas seulement qu'à divertir, mais tu te rends compte que le théâtre il a une autre vocation, justement cette vocation d'ouvrir des champs. Et là c'est génial. Est-ce qu'à ce moment-là tu aurais reçu un conseil qui t'aurait particulièrement marqué que tu pourrais partager avec nous? Écoute, j'ai eu des profs super à Florent, que ce soit Benoît, que ce soit Benoît Guibert, que ce soit évidemment Xavier Florent, qui est resté mon pote. Xavier Florent, il parlait beaucoup pendant les cours, mais c'était hyper intéressant parce que voilà, il nous a très très vite fait comprendre que alors le talent c'était vraiment 20% du taf, que le travail c'était les 40% reste, puis après il restait ça doit faire 60%, ça doit faire 40% de chance, quoi. Et donc il nous dit, regardez, on était 25 ou 30 en cours, et puis il nous disait voilà, vous êtes 25 ou 30, il y en a 2 qui feront ce métier. Donc tu vois. C'est calme. Ouais, et je pense que c'est ça à peu près. Donc ça, je pense, à mon sens, c'est le meilleur conseil que j'ai eu, parce que je me suis dit que certes, c'était un boulot éminemment artistique et qu'il fallait donner de soi et être inventif, créatif et apporter quelque chose de nouveau, mais que il fallait être aussi dans une sorte de réalité pour parvenir à gagner sa vie avec. Et être dans une sorte de réalité, ça veut dire arriver à se battre, quoi. Dire je peux être plus fort, pas plus fort que quelqu'un, mais plus fort que ce que je le suis à l'heure actuelle. Si tu veux, ça c'est pas très romantique, c'est pas très chic, quoi. C'est pas très rimbaldien, quoi, comme méthode de pensée. C'est du pragmatisme. Mais c'est du pragmatisme. Il faut quand même une sorte de pragmatisme. Et ça, tu l'as très fort aussi, grâce à cette enfance que tu as eue, à ce bon sens. Tout à fait les pieds sur terre, très pragmatique. Puis mes parents m'ont vachement aidé, mais ils m'ont aidé parce que j'avais fait des études, sinon ils m'auraient... Ah oui, il fallait faire des études pour, je pense à ça. Pour les rassurer, quoi. Ça serait très mal passé. Donc là, t'enchaînes, théâtre, cinéma. Ma vie. C'est vrai que je raconte rarement ma vie, mais du coup, ça me plaît de faire ce petit boulot là. Et donc tu me disais? Ouais, donc théâtre. Cinéma, ouais, voilà, théâtre super bien passé, grâce à cette pièce de théâtre, donc du Vice à la Racine que j'ai joué avec Sharif, mais j'en ai joué plein d'autres avec Hassan aussi. Mais grâce à du Vice à la Racine, j'ai trouvé un agent, j'ai pu rentrer dans une bonne agence, me faire ami avec Dominique Besnéard. C'est ça aussi, c'est ça aussi, cette idée de me dire, bah ouais, il faut quand même être pragmatique, et quand il y a un mec comme Besnéard qui vient dans la salle,
il faut trouver un moyen de discuter avec lui, puisqu'il a fait l'effort de venir. Donc et puis on est devenu potes avec Dominique. Je ne nierai pas qu'à un moment donné il a eu très envie de moi, mais mais c'était marrant parce que c'était un peu le jeu du chat et de la souris. Ça a toujours été très drôle et très très classe, etc. Mais Dominique avait vu un peu. Voilà, le premier jour, il m'a dit, on dirait Daniel Auteuil, t'as la voix de Daniel Auteuil, etc. J'adore, j'ai des acteurs comme toi, il y en a pas. Et donc, on est devenus potes. Et puis, on est devenus frangins, quoi, frères. Au point de s'engueuler comme des frères, de se voir se casser la gueule comme des frères. Ça arrivait un jour, sur le tournage de 10%. On s'est pris par le col, etc. Oui. Ouais. Oui, donc c'est intense. Ouais. Relation intense. Ouais, on est très potes. Il m'a présenté Grégory Magne et Stéphane Viard, avec qui j'ai fait un long métrage que moi j'adore, qui s'appelle L'heure de rien. Je suis resté très pote avec eux. Et ensuite j'ai refait un film avec Grégory Magne qui est sorti l'année dernière. Les Parfums, qui est une merveille. Ouais, tu as vu Les Parfums, il est chouette ce film. Ouais. Tu très vois. Joli film. C'est des parcours, mais Dominique évidemment a une place prépondérante là-dedans parce qu'il est quand même beaucoup là. Il est comme il est. Il a des milliards de qualités, à plein de défauts. Il est dépassé par la période que nous vivons. Il est dépassé par un peu cette époque-là qui est complètement, qui est à la fois extraordinaire et complètement folle, quoi. Ça va très très vite, tout change. Et donc, voilà. En tout cas, il a été là dès le début. Ouais. Pour toi. Ouais, bien sûr. Il est toujours là. Ouais. Tu es passé derrière la caméra aussi? Voilà, j'ai fait un court-métrage, mais dont je suis assez fier, finalement. C'est quelque chose qui te titille encore aujourd'hui? Ouais. J'écris pour ça, d'ailleurs. J'écris pour ça en ce moment. C'est bien avancé? C'est pas mal avancé, j'ai le producteur, il faut trouver le coproducteur. Voilà, j'ai ce qu'on appelle un joli traitement de 30 pages. Voilà. Cool. Trop bien. Alors, pour en revenir à Marseille, parce que je t'ai appelé le néo-marseillais au début, pardon. Non, mais c'est vrai. Mais quand même un peu néo-marseillais, parce que ça fait 6 mois que tu y vis, ça y est. Donc tu y as posé tes valises en famille. Alors pourquoi ce choix? Alors le choix vient pas de moi, il vient de ma compagne qui elle est parisienne et qui était vraiment fatiguée depuis plusieurs années, commençait à sentir le rythme un peu lourd. Puis nous avons 2 enfants et on a la chance d'avoir une maison pas loin aussi, une maison dans le Luberon. Une petite maison qu'on a rénovée, c'est une petite maison mitoyenne dans un hameau qui est génial. Et du coup, elle avait envie de se rapprocher, elle a réfléchi. Je lui ai dit, moi, je suis évidemment d'accord. Par contre, il va y avoir des allers-retours, je vais beaucoup bouger. Et finalement, elle a dit, moi, je préfère être là. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on s'est installé ici. Moi, ça me rapproche de mes parents aussi, de ma grand-mère, de ma sœur, enfin tout ça, quoi. Marseille, c'était quoi? L'idée d'être quand même dans une grande ville ou le TGV, tout ça? Non, besoin d'être dans une grande ville aussi parce que c'est une habitude qu'on a prise et on a besoin de ça, on a besoin du rythme d'une grande ville, on a encore ce besoin-là. On ne se sentait pas d'aller s'isoler. On avait besoin d'être dans une grande ville et puis moi j'ai tous mes potes ici. Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'amis, des amis de la fac, du lycée, tout ça, quoi. Alors culturellement, on le sait, Marseille a fait un bond en 2013 lors de l'année capitale européenne de la culture. C'est insuffisant encore. Je mets entre parenthèses cette dernière année, évidemment. Est-ce que t'impliquer dans la vie culturelle de la cité pour faire bouger un peu les lignes, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ou pas du tout? Ça me trotte dans la tête. Alors après, moi, je suis très très pris par un autre business. Enfin, c'est pas du tout un business, c'est une association que j'ai créée qui est à Digne-les-Bains. Ça me prend beaucoup de temps parce que moi j'ai racheté le vieux cinéma de la ville dans le centre-ville. C'est une aventure extraordinaire que je mène depuis 6 ans maintenant. Voilà, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc j'ai créé une association qui s'appelle le collectif Au Top. Et donc ce cinéma, on est en train de le transformer en un tiers-lieu culturel, un lieu de vie, de passage, d'événements, de danse, de chant, de théâtre, de musique, tout ce que tu veux, en plein cœur de la ville, sur la place de la ville. Et c'est un lieu qui s'appelle le Top. Donc ça va évidemment s'appeler le Top parce que ce mot est magique. Et ça me prend beaucoup de temps parce que ça devait être un projet de friche à la base. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Marseille, tu me dis que culturellement, il y a encore des efforts à faire, mais moi je trouve que les efforts ont déjà pas mal été faits. Il se passe plein de trucs. Je vois beaucoup d'associations, beaucoup d'événements. À Digne,
c'est beaucoup plus compliqué. On est dans un fond de vallée, on est très isolé. Et là, il y a des choses à faire, mais je veux dire, en urgence. Donc cette urgence-là, on le fait avec notre association, et puis on commence les travaux dans 1 mois et demi, 2 mois. Ah oui, donc c'est pour bientôt. Oui, c'est pour bientôt, mais c'est 6 ans de travail, de conviction des élus locaux, de la DRAC qui maintenant est à fond, de la préfecture, enfin c'est génial. Et maintenant c'est un projet à 2,8 millions quoi, que l'association a entièrement trouvé, quoi, qu'on a trouvé, on s'est battu pendant 5 ans et on a trouvé presque 3 millions. Enfin, donc ça prend énormément de temps. Mais du coup, ça me plaît beaucoup cette idée de fabriquer des objets comme ça, un peu tiers-lieu, un peu. Et on peut imaginer des passerelles entre Digne et Marseille. Mais ouais. Et du coup, Sharif, dont tu te rappelles le prénom, il est venu passer la semaine de vacances avec sa femme et ses enfants, et lui aussi, quoi. Ils sont tous les deux libanais d'origine. Et putain, il dit Marseille, quoi. Il y a une énergie. C'est la Méditerranée. Il se passe un truc. Ça me rappelle Beyrouth. Il a envie de venir. Donc ils sont en train de trouver des partenariats avec. Et pourquoi pas, quoi. J'ai plein de potes qui sont dans le milieu culturel et pourquoi pas. Alors arriver à discuter avec des gens, je sais pas avec qui qu'on pourrait parler encore, avec la friche, pourquoi pas. Je suis devenu très pote avec Mathieu Poitevin qui fabrique le top. Mathieu, donc l'architecte de notre lieu le top, il nous a fait avec Amélie, sa collaboratrice, ils nous ont fait un lieu extraordinaire. Et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de réfléchir à ça? Moi, en tout cas, le théâtre me manque énormément. Et l'idée de fabriquer une programmation, mais hyper éclectique, parce que le théâtre, tout ça, c'est fini, mais c'est fini. Je veux dire, le théâtre dans sa forme, le théâtre, c'est la base de tout pour moi, en fait. Tout est théâtre, quoi. Donc je suis sûr qu'on peut faire du yoga en faisant du théâtre. Non mais c'est ça que je veux dire, c'est que la salle de théâtre c'est fini. Oui, je voyais pas où tu voulais en venir, mais voilà. Oui, d'accord. Non, la salle le théâtre, j'ai l'impression que le théâtre avec les fauteuils rouges, la scène et le balcon, je crois que c'est fini. Mais ça reste des lieux très très beaux, hein. Mais je crois que c'est plus comme ça qu'il faut faire je crois que c'est plus comme ça qu'il faut faire du théâtre. Il faut l'investir autrement. Donc là, t'es sur la création d'un concept nouveau. Nous, notre lieu, le top, ça sera ouvert de 8h à 2h du matin, quoi. Parce que c'est plus possible. Tout coûte trop cher, il faut qu'un lieu, il soit pris d'assaut, comme au 104 à Paris. Je sais pas si tu connais le 104 à Paris. Fait, ouais. Le 104 est une réussite totale et absolue. C'est bien qu'il reste quelques écrins, comme on dit, et que ces écrins soient bien préservés, parce que, voilà, je parle beaucoup trop. Non, c'est un excellent projet. J'ai hâte de le découvrir. Et il est génial, ce projet. Ouais, je viendrai voir. Ouais. Marseille, ça fait 6 mois que tu y vis. Tu dois déjà avoir des adresses fétiches à nous partager ou pas? Ou tu aimes te retrouver seul, en famille? Non, moi j'adore faire à manger. Alors encore, il y a tous les copains qui viennent à manger, je vais chez eux, etc. Mais on adore aller manger au restaurant, évidemment. On va chez Sepia, on va Relève, alors de Saint-Victor. Alors évidemment, tu vois, c'est des adresses un peu bobo, mais je vais t'avouer un truc. Je trouve que Marseille a besoin de boboïtude. Bien sûr. Il en a besoin. Et j'ai aussi l'impression que cette gentrification, comme on dit, j'ai l'impression que pour l'instant la gentrification se fait encore de manière assez intelligente, tu vois. J'ai un autre ami, Max, qui est aussi un théâtreux, qui s'est installé à La Plaine, et je vois bien qu'à La Plaine ça marche pas si mal que ça. Non, ça se développe bien. Ça marche bien, ce mélange-là. Je crois qu'il fonctionne. Après, il faut faire attention. Les tarifs sont en train de s'envoler. Je suis un abruti parce que moi-même je les fais s'envoler alors que mais bon, j'avais envie d'une maison, ça vaut cher. Tout ça, c'est dangereux, c'est incontestablement dangereux. Mais j'ai la sensation que Marseille en avait quand même un peu besoin. Tu vois, mes copains de Tuba, ils ont créé Tuba. Alors oui, il y a un côté un peu comme ça, parigo. Mais en fait, Marion Mélander, c'est une Marseillaise pur jus. Et quand on va à Tuba, ça pue Marseille, quoi. Donc Tuba aussi, c'est un lieu que tu recommanderais? Ah bah oui, il faut aller chez Tuba. En plus là, je crois qu'ils sont très très contents de leur nouveau chef. Je crois que ça va être super. Moi je me languis, hein. Mais pareil, moi je vais manger chez Paul. J'ai rencontré aussi la nana de la mercerie, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Julia. Ouais. Extraordinaire. Et je l'ai rencontrée au festival de Cannes parce qu'elle était en charge d'un toit terrasse à Cannes où moi j'étais allé présenter justement mon court-métrage et elle est formidable avec son conjoint, son copain qui est anglais, je crois.
Ils font une bouffe qui est extraordinaire. Donc là, on est à Noailles, à peu près. Oui, on est à Noailles, au bout de la rue juste, de Bagne. voilà, juste à côté de la L'Idéal, maison. tu connais? Maison Empereur. L'Idéal, bien sûr, je connais. Mais je continue. Moi, là où j'aime boire mon pastis vraiment, c'est au Marengo. C'est dans des endroits vraiment. Je suis plus PMU que tout ça. Mais tu vois, à Saint-Victor, il garde ce côté un peu PMU. C'est la pas relève idiot. dont on parlait tout à l'heure, voilà, Ouais. c'est Saint-Victor et c'est un bar. La relève, c'est un endroit vraiment génial. Alors Grégory, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Alors putain, il va falloir que je me concentre là. Mais tu me dis ce qui te vient spontanément. Si Marseille était une image. Je peux pas, c'est extrêmement cliché, mais je peux pas effacer Pagnol de l'image de Marseille. Pour moi, c'est trop fondateur. Donc, je dirais que c'est la photo du vieux port avec le transborder, avec le pont transborder. J'adore je suis passionné par Pagnol. Je suis sûr que, enfin, j'aime Pagnol. Je vais te dire précisément pourquoi. Parce que c'est, pour moi, l'auteur de théâtre le plus pudique et le plus tendre qui soit. Je suis tellement heureuse de t'entendre dire. Chez Pagnol, on dit pas je t'aime, on dit je t'aime bien. Et voilà, c'est la grande différence. Voilà. Si Marseille était une chanson, ça serait incontestablement une musique du monde. Ça serait soit une musique du monde, soit du rap, parce que je trouve que le rap marseillais est le meilleur. Bien sûr, j'adore NTM, mais moi, la Funky Family, je m'en suis jamais remis. Et je dirais que c'est pas une chanson, c'est un album qui s'appelle Si Dieu veut, un album de la Funky Family, qui est totalement lié à mon histoire marseillaise. C'est quand je me suis installé à Marseille pour mes études, cet album venait de sortir. C'est une magnifique brune qui croise ses jambes. Et il s'avérait que c'était la compagne d'un pote à nous. Et l'album, il est génialissime. L'album Si Dieu veut, pour moi, c'est Marseille. Si Marseille était un film, je vais pas dire la Dolce Vita, parce que Marseille, c'est pas la Dolce Vita. Si Marseille était un film, je dirais que c'est l'aventure. Donc rien à voir avec Marseille, bien évidemment, mais la mixité des personnages, tous complètement différents, tous complètement tarés, qui trafiquent en faisant n'importe quoi, qui sont amoureux de tout le monde, tout le temps. L'aventure, c'est une de mes comédies préférées de Claude Lelouch. Donc l'aventure, c'est l'aventure parce que c'est la folie, c'est la politique, c'est les femmes, c'est le bateau, et en même temps t'as Brel qui hurle Paris, reine du monde. Ils sont fous, ils sont tous complètement fous. Grégory, merci de m'avoir accordé merci. Un peu de ton temps. C'était un super moment, merci beaucoup. Je te souhaite d'être très heureux ici. Merci. Dans cette ville qu'on aime tant. Et puis, longue vie à ton projet à Digne que je découvrirai. Ouais, je croise les doigts, mais ça va être un beau projet. Ouais, il faudra que Marseille vienne à Digne. Marseille ira à Digne, t'imagines? Bon, allez, c'est super. Merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup. Merci.